Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, 2 entreprises finistériennes en liquidation judiciaire, une visite inédite des commissariats de Brest et des nouvelles de Marc Pointu qui vit seul sur le phare de Tvénec depuis 52 jours. Et puis focus aujourd'hui sur l'illettrisme. En France, il serait 2,5 millions à ne pas savoir lire ni écrire alors qu'ils ont été scolarisés. Notre invité du jour a été illettré durant de nombreuses années. Aujourd'hui, il est au service de ceux qui en ont besoin avec l'association Adeski qu'il a fondée à Morlaix. Jean-René Mahé, bonjour. Bonjour. Vous allez nous raconter le parcours du combattant de l'illettré que vous avez été. Et puis comme chaque mardi, nous mettons un coup de projecteur sur un projet qui a besoin de vous pour se réaliser. Aujourd'hui, il s'agit de faire revenir l'Albatros de Jean-Marie Lebris, décidément à Brest. L'Albatros, c'est le premier engin plus lourd que l'air à avoir plané. Un beau projet que porte, entre autres, notre invité Gérard Ledors. Bonjour Gérard. Bonjour. On vous retrouve en fin d'émission, ce sera dans l'instant coup de pouce. Tout de suite, nous on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 19 avril. Liquidation judiciaire pour l'industriel du Ponant à Plouédern. Après un mois de grève, les salariés sont fixés sur leur sort. L'humeur était partagée entre colère et soulagement. Au tribunal de Brest ce mardi matin, les explications de Julie Sicot. L'activité sur le site de l'industriel du Ponant à Plouédern ne devrait pas repartir. Ce mardi matin, à la sortie de l'audience au tribunal de commerce de Brest, les salariés ont appris que l'administrateur judiciaire et l'URSSAF ont demandé la liquidation judiciaire de l'entreprise. L'outil industriel fabrique entre autres des groupes électrogènes. Il y a un soulagement. Il y a un soulagement parce qu'on arrive au bout de quelque chose d'insupportable pour tout le monde. Mais en même temps, il y a une inquiétude évidemment puisqu'on perd notre job. C'est simple pour personne, ça va être facile pour personne dans les mois à venir. L'entreprise avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2013. Aujourd'hui, les dettes se sont accumulées. L'URSSAF réclame près d'1 million d'euros. Sur les 57 salariés, 26 sont en grève depuis plus d'un mois. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et des retards de salaire. On nous avait promis une prime le mois dernier de 250 € si on reprenait le travail, qu'il n'a pas honoré. Un salaire de retard, puisque actuellement, nous sommes le 19 avril et on n'a toujours pas eu le salaire du mois de mars. Pour l'instant, on vit sans argent, tous. Et on a des familles, on a des enfants. Le plus dur va commencer pour nous parce qu'il va falloir se battre pour toucher nos primes de licenciement et nos salaires en retard. Et ça, on lâchera rien, ça c'est clair. Une partie des salariés bloque le site pour éviter que l'outil industriel ne soit emmené. La nuit dernière, ils ont maintenu à l'intérieur de l'entreprise le directeur pendant quelques heures. Ce mardi, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. La liquidation judiciaire devrait être officiellement prononcée ce mercredi. Et autre entreprise en liquidation judiciaire du côté de Quimperlé cette fois. Les salariés de la conserverie Minerve occupaient leur lieu de travail depuis lundi. Ce mardi, ils ont continué à manifester et distribuer des tracts en ville pour contester l'arrêt brutal de l'activité depuis le 8 avril. Les salariés en colère comptent poursuivre leur action. Visite du maire de Brest ce mardi dans 2 bureaux de police de la ville. La municipalité brestoise, parfois critiquée sur les questions de sécurité, a voulu montrer qu'elle soutenait la police nationale et rejetait toujours l'installation d'une police municipale. Frédéric Lorenzo. François Cuyandre a rencontré les policiers ce mardi matin dans 2 bureaux de police de Brest. Première étape, dans le quartier Bellevue où la ville, propriétaire des lieux, a effectué quelques travaux de peinture. Les 4 bureaux de police brestois accueillent chaque année 10 000 personnes, une implantation locale nécessaire pour le commissaire de Brest. On peut basculer du petit judiciaire, de l'interpellation d'auteurs d'infractions de voie publique, à une patrouille de police générale, une patrouille de police secours, voire à de la collecte de renseignements ou à des contrôles sur la voie publique. Donc on a la plénitude des attributions exercées au plus proche des habitants du quartier. Bémol côté syndical, la multiplication des tâches est parfois lourde à porter pour les fonctionnaires de police. On fait de la voie publique, un peu de judiciaire, on reçoit des plaintes, on doit subvenir à tous les besoins de nos concitoyens. Deuxième étape à Lambézélec, là aussi quelques travaux ont été réalisés dans les locaux. L'occasion de parler sécurité, l'alcool reste l'une des épines dans le pied des fonctionnaires en poste à Brest.
L'alcoolisme est une des problématiques, si ce n'est la problématique majeure de la circonscription. Or, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la réponse ne peut être que globale par rapport à cette problématique. La municipalité de Brest, qui refuse toujours l'instauration d'une police municipale, tente plutôt d'alléger les charges de la police nationale. Exemple, avec ce projet dans le cadre de la visite médicale lors des IPM, les ivresses publiques et manifestes. Les policiers qui constatent par exemple les ivresses publiques et manifestes doivent aller au CHU pour le faire constater par un médecin. Ils passent 1 heure voire 2 heures, ce qui les empêche d'être sur le terrain. Donc ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une vacation de médecins pour empêcher ce transport vers le CHU. Ah, ça serait une bonne chose, ça lèverait une épine du pied, comme on pourrait dire. Suivant l'hôpital où vous allez et la disposition des urgences, 3 ou 4 heures pour une IPM. Ça peut être jusque-là. À Brest, près de 300 policiers tentent de maintenir la sécurité publique. Ils étaient encore 400 il y a 8 ans. Allez, direction le bout du monde, au large de la Pointe du Raz, nous retrouvons notre envoyé très spécial, Marc Pointu. Volontairement, il s'est isolé sur le phare de Thévenec durant 2 mois pour attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises. Mais aujourd'hui, il a eu de la visite. C'est l'instant Thévenec. J'ai eu la visite d'une équipe d'entretien des phares et balises. Donc ils sont venus avec une baguette de pain frais de Brest, c'était sympa. Et moi je leur ai offert le café sur la terrasse avant leur départ. Ils étaient venus changer l'antenne qui permet le télécontrôle du phare et qui était cassée et qui avait besoin d'être évidemment renouvelée. Et après ils se dirigeaient pour un problème d'entretien aussi sur le phare des Pierres Noires. Alors la vedette les attendait au large, parce qu'on ne peut pas mouiller à Thévenec, c'est trop difficile. Et donc elle est venue les chercher en fonction du ressac, un à un, sur l'échelle. Voilà, donc j'étais content de les voir, c'était sympa, et je vous dis à bientôt. Il serait 2,5 millions en France à ne pas savoir lire ni écrire alors qu'ils ont été scolarisés normalement. Notre invité a longtemps été l'un d'eux. Aujourd'hui, il témoigne. Jean-René Mahé, vous êtes originaire du pays de Morlaix. Vous avez été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais à votre sortie de l'école, vous ne savez pas lire ni écrire. C'est d'ailleurs ce qui différencie les illettrés des analphabètes. Ces derniers n'ont pas été scolarisés. Vous, c'était votre cas. Mais alors, comment vous avez fait pour passer de classe en classe jusqu'à 16 ans, Jean-René ? Ouais, c'est un peu difficile à comprendre. Ouais. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est vrai que c'est dur de comprendre qu'on peut sortir de l'école totalement illettré. Personne n'a détecté à un moment donné ? Si, mais c'était avant-hier quand même. Oui. Il y avait moins de suivi. C'était différent. La vie à la campagne. On ne parlait pas beaucoup d'orthophonistes ni quoi que ce soit. À l'époque, en fait, j'ai gravi les divisions, c'est par rapport à mon âge, en fait. C'est pas par rapport à mes capacités. C'est parce que au bout d'un moment, il fallait sauter, quoi. J'étais quand même le grand dadais qui était au fond de la classe tout le temps, quoi. Et j'ai eu toujours l'école à la marche, en fait, quoi. J'ai vécu l'école vraiment à la marche, très difficile. Décalé par rapport aux autres. Oh, complètement en décalage. En tous les cas, à 16 ans, vous sortez de l'école et là, vous êtes obligé de choisir un métier dans lequel on n'allait pas vous demander de lire ni écrire. J'ai pas choisi de métier. Il y avait ça là, c'est vrai qu'on n'avait pas le taux de chômage qu'on connaissait aujourd'hui et il y avait du travail pour tout le monde et à l'époque, on réclamait plus des bras que des niveaux d'études. Et au fait, j'ai même pas fini mon année scolaire parce que je pense que j'ai eu 16 ans au mois d'avril et j'ai dû quitter vers le 22 avril. Pour le 26 avril, je crois que j'étais déjà sur le marché du travail. Mais vous auriez eu le choix. Vous auriez su lire et écrire à 16 ans. Est-ce que vous auriez fait le choix de ce métier en usine ? Rien à voir. Non. Ah non, rien. Ah non, certainement pas. J'étais pas destiné pour travailler en usine, je pense pas. Voilà. À part, je ne savais pas lire et écrire, j'étais très ouvert sur le monde, en fait. C'est ça. En fait, c'est dur à comprendre. Moi, j'ai appris beaucoup à travers le visuel et l'auditoire, en fait. Et non, je pense pas que j'étais pas destiné pour faire un travail d'usine, je pense. Dans la vie... Je pense que je serais orienté vers le monde du commerce. Ouais.
En tous les cas, qui vous aidait dans les papiers administratifs? Parce que si on ne vous demandait pas de lire et écrire dans votre travail, il y a quand même ces feuilles d'impôts, tous ces papiers. C'est extrêmement difficile. Vous aviez besoin de quelqu'un? C'était ma mère, en fait. Comme je parle au nom de 2,5 millions d'illettrés qui sont en France. On ne peut rien faire. Quand on est illettré, on est à poil, au fait. On est complètement dépendant. On est constamment assisté, au fait. On ne peut rien faire. Il faut une béquille. Il faut une béquille constante. Et que la béquille n'est pas forcément là partout. Il faut essayer de s'imaginer, quand on se lève le matin, on se met dans la peau d'un illettré. On se dit, qu'est-ce que ça va être? On essaye de se mettre dans sa peau et se dire, mais comment, quelle vie cette journée-là va être extrêmement compliquée, au fait. C'est partout aujourd'hui, il faut lire et écrire. Tu vas dans une ville, il faut déjà savoir si tu vas prendre le métro, ça reste que prendre les lignes de train, Sans parler de l'accès à Internet voilà, encore on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, bien sûr, on sait très bien que l'écrit et la lecture, l'écrit et la lecture ont tout envahi aujourd'hui. Donc Internet, c'est-à-dire qu'on exclut de plus en plus. Les illettrés. Et voilà. Alors, pour en revenir, donc, vous travaillez donc à l'usine, votre mère, vous êtes pour les papiers administratifs, vous rencontrez votre femme et vous ne lui dites pas tout de suite. Vous vivez ça quand même comme une honte. Voilà. Bon, à part ça, il n'y a rien de normal. J'ai une jeunesse, j'ai essayé d'avoir une jeunesse proprement normale. Mais bon, un jour, je pense qu'on rencontre la femme de sa vie et au bout d'un moment, c'est difficile d'avouer à sa future épouse qu'on ne sait pas, au fait, qu'on ne sait pas lire et que... Mais vous ne voulez pas l'épouser sans lui dire? Ah non, jamais. Non, j'étais toujours honnête avec moi-même et dire non, j'aurais jamais voulu... non, d'abord, je pense que c'était pas... Non. Donc vous lui dites, voilà. Par contre, vous cachez la vérité à vos enfants pendant 23 ans. 23 ans avec vos enfants, comment vous avez fait pour les aider dans leurs devoirs, pour ce genre Ma femme m'a pris aussi après le rôle de ma mère, en fait, quand on s'est... Votre béquille, elle m'a pris sur son aile, quelque part, elle m'a pris... Et c'est elle qui faisait tout. Moi, j'assumais, bien sûr, faire tout, peut-être pas, mais j'assumais, c'est-à-dire qu'on était très complémentaires. C'est-à-dire que si elle faisait tout ce qui était les papiers administratifs, je compensais par autre chose. On se consentait. J'ai caché, comme vous dites, à mes enfants, c'est quelque chose qui peut être terrible à comprendre, de cacher 23 ans à ces enfants qu'on ne sait pas lire et écrire. J'ai bluffé. J'ai bluffé avec mes enfants. J'en suis pas plus fier pour autant, mais c'était plutôt le rôle, c'était dans un but de rôle de protecteur, en fait, que ma femme m'avait épousé comme ça. Moi, je pense que j'aurais voulu leur dire beaucoup plus tôt. Mais ma femme lui disait non. Après, je devais aussi, je devais admettre aussi que c'est son souhait, qui n'était pas de le dire, et qu'elle qui m'avait épousé comme j'étais, donc c'était normal aussi qu'on... Mais... Voilà, alors, usé par le travail en usine, incapable de continuer à travailler à la suite d'un problème à l'épaule, vous êtes licencié pour inaptitude. Là, c'est le drame parce que pour retrouver un emploi, après des années de carrière, il faut savoir lire et écrire. Et là, vous vous retrouvez vraiment sans rien. Tout à fait. Là, c'est vraiment, ça a été une période très difficile. Je dis souvent, ça a été une descente aux enfers parce que je savais très bien que je travaillais quand même pendant pratiquement 30 ans dans l'agroalimentaire et j'ai vu aussi dans l'agroalimentaire les choses évoluer. L'informatique faire son apparition, l'outil de travail devenant de plus en plus compétitif, mais devenait aussi de plus en plus compliqué à travailler, donc où la lecture et l'écriture étaient quasiment permanents. On ne pouvait plus échapper. Ça devenait difficile de le cacher et pourtant je le cachais. Et c'était une souffrance... je me levais le matin, la première chose que je faisais le matin, c'est l'illettrine qui faisait son apparition. Je me dis, voilà, c'était se dire qu'est-ce qui va me tomber dessus encore aujourd'hui, à quelle situation je vais être affronté. Donc à un moment donné, vous dites quand même, il faut que j'apprenne à lire et écrire. Donc là, de quelle façon vous êtes accompagné dans cette période de chômage? Par quels moyens vous apprenez? Au fait, il y a eu beaucoup, avant de décider, l'idée d'apprendre à lire et écrire en tant qu'adulte, et germait depuis longtemps. Et j'ai laissé pas mal de bouteilles à la mer, des fichiers de détresse qui n'ont jamais abouti, au fait. Avant, justement... Vous trouvez que vous n'avez pas été assez accompagné dans votre désir de... Je pense non, ou mal écouté, ou je ne sais pas. Voilà, ça c'est dur, mais c'est sûr qu'il y a des fichiers de détresse qui ont été lâchés, qui n'ont jamais, sans donner de suite, en fait. Et
Et j'ai appris, j'ai trouvé une structure pour m'apprendre à lire, mais tout à fait par hasard. En allant voir un professionnel de santé, que j'allais faire du kiné tous les jours. Et on parlait de tout et de beaucoup de choses. Il s'est créé une certaine convivialité entre nous. C'est un généraliste qui vous a orienté, pas Pôle emploi. Et en fait, je lui ai dit que ce jour-là, on me disait, tu sais, Jean-René, tu vas pouvoir t'orienter, c'est pas la mort de perdre un travail, mais seulement le jour où je lui ai dit que il n'en croyait pas ses yeux, au fait. Et il me dit, je lui avais dit que j'avais eu plusieurs tentatives auparavant et que tous avaient échoué. Il me dit, je comprends pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut trouver des structures où on apprend à lire à des adultes. Donc vous trouvez une structure, vous apprenez à lire. J'avance un petit peu parce que je veux en arriver à un point important. Vous, à un moment donné, vous décidez de créer votre propre association. Oui. Ça s'appelle Adeski, c'est basé à Morlaix. Le principe, c'est que c'est un vivier de bénévoles. Chaque bénévole propose une aide individuelle à un illettré, que ce soit pour remplir ses papiers de la vie courante ou pour lui apprendre à lire, s'il vient l'envie. Alors avant d'en parler avec vous, on regarde comment ça se passe en images. Ça a été filmé par Gaëtan Pinel. Quelques lettres, quelques mots, quelques phrases. Apprendre à lire et à écrire aux illettrés, c'est la vocation de l'association Adeski, fondée par Jean-René Mahé en 2003, lui-même atteint de ce handicap jusqu'à l'âge de 43 ans. Adeski, c'est un bénévole pour un illettré. J'aide en fait des personnes qui sont illettrées à faire un certain nombre d'exercices pour améliorer leur lecture ou l'écriture. Très étrange. Actuellement, cette bénévole multiplie les exercices de lecture avec Vangelis. Il se trouve qu'il a trouvé un livre là qui le passionne, c'est le journal d'Anne Frank. Et seul, il arrive difficilement à s'investir dans le livre. Il a besoin d'être accompagné en fait pour le lire, quoi. J'avais des grosses difficultés là en français et que justement, vu qu'après je fais un apprentissage en vente, va falloir que j'apprenne justement à écrire, à lire beaucoup mieux que ce que je suis actuellement. Adeski, qui signifie réapprendre en breton, s'adresse à un public de tout horizon et principalement à celui du monde de l'emploi. Si l'association donne des cours de diction ou d'écriture, entre autres, elle accompagne également ses membres dans des démarches de la vie quotidienne. Avant, j'arrive pas à remplir mon papier. Maintenant, je peux remplir mon papier, je peux faire mon dossier, je peux aller chercher mon travail carrément comme d'autres femmes. Dans sa lutte contre l'illettrisme, Adeski cherche donc à mettre ou à remettre à niveau ces personnes pour qui l'écriture et la lecture sont de véritables barrières. On voit le succès de votre association Adeski. Jean-René, bravo pour vous aujourd'hui. Quel rapport vous avez avec la lecture et l'écriture ? Aujourd'hui... Vous êtes à l'aise complètement ? Ça reste encore difficile. Mais aujourd'hui... vous avez un livre, vous j'apprends, lisez, j'ai pas une grosse appétence pour lire. Ça, je suis pas de nature. Il y a des gens qui sont lettrés qui n'ont pas d'appétence pour lire. Mais je lis et je comprends ce que je lis très très bien. Et par contre, j'adore écrire. Ouais. J'adore écrire, mais découvrir la lecture à un âge avancé de sa vie, c'est merveilleux. Enfin, c'est dur de s'imaginer que quelqu'un lettré, quand on découvre qu'on a eu cette privation pendant tant d'années, on découvre, c'est un monde qu'on découvre, c'est la culture, c'est une ouverture sur le monde, en fait. Tu appartiens, tu n'as plus besoin d'un tiers, tu appartiens à la société. En fait, j'ai l'impression que il y a une indépendance. Tout à fait. De chacun. Et j'ai l'impression que quand tu ne sais pas lire, tu tournes autour d'un globe terrestre, tu n'appartiens pas. Tu n'as même pas le droit de vote, au fait. Tu ne sais pas. Tu n'as rien. C'est terrible. Exclu de la société. En tous les cas, grâce à vous, vous remettez dans la société de nombreux illettrés du pays de Morlaix avec l'association Adeski. Merci beaucoup, Jean-René Mahé, pour ce témoignage. On retrouve toutes les informations de l'association Adeski via notre site www.tbo.bzh. Et tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Gérard Ledors, vous êtes artiste passionné par l'histoire de la barque ailée. C'était la première machine volante au monde mise au point à Brest par Jean-Marie Lebris. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait ça. C'est ça. Oui. Vous avez même réalisé une réplique de l'Albatros. Alors, une réplique de la barque ailée, une réplique aussi de l'Albatros. C'est la deuxième machine construite par Jean-Marie Lebris à la fin du 19e siècle. Racontez-nous un petit peu, avant qu'on parle de votre projet, qui était Jean-Marie Lebris. C'est un marin ou c'est un aviateur ? On a du mal à savoir. D'abord, ce n'est pas moi qui les ai reconstruites. C'est votre association. C'est l'association, c'est très important, et notamment Nodal Loénaf, qui était journaliste au Télégramme.
et qui s'était passionné pour Jean-Marie Lebrise dans son temps et qui a fait reconstruire les 2 machines de Jean-Marie Lebrise. Jean-Marie Lebrise a construit 2 machines célèbres. La première surtout, qui s'appelle la Barque-Ailée, enfin qu'on a appelée la Barque-Ailée, lui ne l'avait pas appelée comme ça. Et en fait, c'est avec cette machine qu'il a décollé de la plage de Sainte-Anne-la-Palude en 1856. Et donc ce serait le premier vol humain, premier vol plané humain conscient. Donc c'est quoi, un marin ou un aviateur? C'est un marin. C'est un marin à la oui, base, tout à fait. Il est né à Concarneau et puis sa famille s'est installée à Douarnenez où il a vécu l'essentiel de sa vie avant de venir la terminer à Brest. D'accord. Et enfin pas la terminer, mais une grande partie de sa vie s'est passée à Brest. Et en fait, 10 ans après la Barque-Ailée, il a construit une autre machine améliorée. C'était une amélioration de la Barque-Ailée, probablement. Et il l'a construit sur le port de Brest avec l'accord et le financement, en tout cas partiel, de Napoléon III, du gouvernement de Napoléon III. C'était une personne très célèbre à l'époque, ce qu'on oublie, on a complètement oublié maintenant. À l'époque, on l'appelait le capitaine Oiseau. Et il y a eu pas mal de publications un peu partout à l'époque, dans différents journaux, qui racontaient son projet. Mais alors, est-ce qu'il a vraiment volé? Alors, on parle donc là de la Barque-Ailée. Oui. La Barque-Ailée, en 1856, donc aurait décollé de la plage de Sainte-Anne-la-Palude. Ce n'est pas attesté, ce n'est pas directement attesté. Moi, j'y crois. On n'a pas les preuves exactes, encore qu'il a fait donc il aurait fait une première tentative qui aurait marché et qui aurait comment dire, on s'en souvient parce que le cocher, la personne qui devait retenir la barque, s'est envolé avec la barque et est tombé et s'est cassé une jambe. Donc c'est une anecdote qui a permis de se rappeler de ce fait-là. Et en fait, quelques mois plus tard, il a essayé en public de refaire la même tentative à Douarnenez, entre Tréboul et l'île Tristan. Et ça a été un peu catastrophique, voire complètement catastrophique. Ça n'a pas marché du tout, il est tombé, il s'est même cassé une jambe, et après il est parti. Il a été rejeté vraiment massivement par tout le monde, on s'est moqué de lui. Et donc il est parti s'installer d'abord à Landerneau, puis à Brest. Alors on va devoir enchaîner un petit peu pour parler du projet. Et donc c'est après qu'il a construit l'Albatros. Il a construit l'Albatros, donc à Brest. Alors, nous, en 2003, on a reconstruit la Barque-Ailée, la première machine, qui a été mise au patrimoine national, installée au patrimoine national, au musée du Bourget à Paris. Voilà. Et donc, pour l'instant, les 2 répliques d'ailleurs de machines volantes, donc la Barque-Ailée et l'Albatros, sont exposées au musée de l'Air au Bourget à Paris. La première est classée. Pas la deuxième. Alors, vous voulez rapatrier d'ailleurs, du coup, la deuxième, qui appartient toujours à l'association, vous voulez la rapatrier à Brest, vous avez à l'occasion des fêtes maritimes, mais pour cela, vous avez besoin d'aide. Vous avez déposé le projet Le Retour de l'Albatros sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Vous y demandez 2 500 €. Vous avez déjà collecté 1 435 €. Il reste encore 20 jours pour participer. On n'a plus beaucoup de temps. À quoi vont servir ces 2 500 €, Gérard? Donc, pour faire vite, la machine est toujours dans les réserves. Il nous faut la remonter. Ouais. Il nous faut ensuite le transport pour la ramener à Brest. Il faut payer l'assurance. Et il y aura divers frais à supporter. Et c'est ça c'est la destination de... Nous avons l'autorisation des autorités de l'aéroport, pour faire simple, mais on a aussi notre part à payer. Bien sûr. Et c'est pour ça. En tous les cas, on vous souhaite de pouvoir aboutir à ce projet. Vous pouvez bien sûr aller sur Kengo pour participer à ce projet-là. En échange, vous pouvez entre autres recevoir ce très bel ouvrage fait par votre association, Gérard, par vous et... c'est par le groupe Seven Race. Par le groupe Seven Race, quand vous plongez dans l'univers de Jean-Marie Lebrise et de la Barque-Ailée. On retrouve de toute façon toutes les informations sur le projet Le Retour de la Barque-Ailée via notre site www.tbo.bzh. Merci Gérard. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TBO, ne manquez pas Idylle, votre magazine sur les îles du Ponant. Cette semaine, Laura vous fait découvrir ces entrepreneurs insulaires qui exportent sur le continent et même à l'étranger. Petit extrait.
L'entreprise a été créée en 2000, donc il a fallu s'organiser pour pouvoir produire de façon pérenne et durable, avec vraiment une volonté qui est de produire sur l'île de Groix. Aujourd'hui, l'atelier de production de 900 m² a triplé sa surface d'origine et embauche une dizaine de salariés. Voilà, l'instant T, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.